Aujourd'hui, je vous raconte le récit poignant du jeune Jean-Pierre Hébert. Et moi, je vous raconte l'histoire du meurtre irrésolu de Marie-Claude Côté. Vous écoutez le balado Captive. Michel, les auditeurs qui nous connaissent bien savent qu'on est sensible à l'idée d'aborder des histoires criminelles dont les victimes sont des enfants. Oh non. La raison est simple. C'est un processus émotif pour nous de devoir nous plonger dans ce genre de récit-là, sachant qu'on y passe des heures et des heures à y travailler. Rédiger un épisode de balado ou même un chapitre de notre livre, par exemple, signifie pour nous de s'investir émotionnellement dans le drame dans le but de bien le comprendre, de le décortiquer pour finalement vous le raconter. Donc, de l'avoir en tête presque jour et nuit durant des semaines. Mais évidemment, Michel, on s'en est déjà parlé, toi et moi, notre malaise ne vaut pas grand-chose par rapport à la réelle douleur vécue par les proches de ces jeunes victimes de ces drames-là. On est consciente de ça. Ça aurait été ridicule de garder sous silence l'histoire du petit Ariel Kouakou, par exemple, à qui tu as dédié un chapitre dans notre tome 1, ou celle du jeune Stéphane Gauthier abordée à la saison 4, ou celle du petit Daniel Desrochers présentée à la saison 3, sous prétexte qu'on trouve ça trop difficile de s'y attarder. Ce sont des histoires qui ont été marquantes au Québec et parler d'elles nous permet certainement de maintenir en vie le souvenir de ces petites victimes-là dans la mémoire collective. Aujourd'hui, je ramène à la surface l'histoire d'un autre enfant qui, lui, malheureusement, n'aura pas laissé autant sa trace à la suite de son décès. Son histoire est en quelque sorte tombée dans l'oubli. Et pourtant, bien que ce soit un récit qui s'est passé il y a presque 5 décennies, je te confirme que le drame navigue autour d'un fléau qui, lui, est bien présent dans notre société 50 ans plus tard. Laisse-moi te raconter l'histoire poignante du jeune Jean-Pierre Hébert. Michel, cette histoire-là, aussi terrible qu'elle soit, aurait pu ou aurait dû faire couler plus d'encre en 1977. Si le même drame s'était passé aujourd'hui, il y aurait certainement eu une mobilisation pour dénoncer le geste, mais surtout le contexte dans lequel il a été posé. On relate malheureusement très peu de détails sur la vie de Jean-Pierre. On sait qu'il a 13 ans, qu'il habite sur la rue Sainte-Anne, à Sainte-Anne-de-Bellevue, dans l'ouest de l'île de Montréal. On ne mentionne pas s'il a des frères et sœurs, ni les prénoms de ses parents. En fait, on nomme son père, mais j'ai été désolée de constater qu'on le nomme jamais avec le même prénom, Michel, d'un article à l'autre. Des fois, c'est M. Réal Hébert. Ensuite, j'ai vu M. René Hébert, puis même M. Charles Hébert. Bien, malheureusement, ça arrive dans les archives journalistiques, ce manque de concordance-là, qui s'explique peut-être par un certain manque de rigueur de la part du journaliste qui traite l'affaire. Enfin bref. En 1977, Jean-Pierre fréquente l'école secondaire Saint-Georges, aussi située à Sainte-Anne-de-Bellevue, à moins de 2 km d'où il habite. Un adolescent, je dirais, plutôt typique. Du haut de ses 13 ans, il arbore un look parfaitement représentatif des années 70, avec son col roulé, ses cheveux mi-longs, pâles, qui recouvrent légèrement ses oreilles. Oui. Bon, ses amis, sa famille le surnomment Petit Loup. Oh. Tout comme ses comparses de classe, j'ai le sentiment que c'est pas rare que Jean-Pierre profite des soirées printanières pour se balader à vélo après le souper. Si certains adolescents devaient respecter des couvre-feux plus rigoureux, tout porte à croire que Jean-Pierre semblait pouvoir bénéficier d'un peu plus de souplesse. Le soir du 11 mai 1977, le jeune ado informe ses parents qu'il quitte pour une balade à vélo afin d'aller rejoindre ses amis. À certains endroits, on peut lire qu'il a quitté son domicile autour de 18h30, mais ailleurs, on précise plutôt que c'est autour de 20h30. C'est pas rare que Jean-Pierre emploie la piste cyclable sur le pont qui traverse le canal de Sainte-Anne-de-Bellevue pour se rendre dans la municipalité voisine, celle de l'Île-Perrot. Il demeure d'ailleurs tout près du canal, ce qui représente donc un trajet d'à peine 1 ou 2 kilomètres. Par la suite, il a la liberté de pouvoir se promener dans les rues de l'île Perrot, notamment pour se rendre au casse-croûte La Patate Dorée, situé sur le boulevard Perrot, où il se serait d'ailleurs rendu le soir du 11 mai. Je dis « ce serait » puisque Michel, cette information-là, fait malheureusement partie d'une déclaration d'un témoin obtenue par des enquêteurs quelques jours plus tard. Parce que le jeune Jean-Pierre Hébert
ne reviendra jamais chez lui à la suite de son excursion dans la soirée du 11 mai. En quittant sa résidence, sans le savoir, il enjambait son vélo pour la dernière fois. C'est autour de 1h du matin, après avoir attendu longuement et tenté de localiser leur fils, que les parents de l'adolescent contactent la police pour rapporter sa disparition. Un pur cauchemar, hein, Michel? Ses parents se retrouvent alors dans ce terrible tourbillon d'émotions qu'on peut imaginer, entre l'espoir, l'inquiétude et le désarroi le plus profond. La police, mais aussi les proches, les voisins, les citoyens se mobilisent pour tenter de retrouver le jeune garçon. Étrangement, j'ai pas réussi à mettre la main sur aucun avis de recherche dans les journaux, mais je suis persuadée que le bouche à oreille a vite joué un rôle prédominant dans les heures qui ont suivi sa disparition. 24 heures passent, puis 48 heures. On demeure sans nouvelles et évidemment, on craint le pire. Hein? Est-ce que Jean-Pierre a eu un accident? Est-ce qu'il est blessé quelque part? Ou pire, est-ce qu'il s'est fait enlever? Pourtant, on n'a toujours pas localisé sa bicyclette. Il va s'écouler plus de 72 heures avant que finalement, une nouvelle choc arrive et envahisse les médias de la région. Des passants qui marchaient près d'un nouveau secteur en développement au coin du boulevard Don Quichotte et la rue Rouleau à l'île Perrot ont découvert dans un petit boisé le corps meurtri du jeune Jean-Pierre. Oh non! Le garçon est couché sur le ventre, face contre terre et les bras le long de son corps. Aucune trace de sa bicyclette. On le retrouve pourtant à près de 5 km de chez lui. Le dossier est vite pris en charge par la police de Beaconsfield, une autre municipalité voisine de Sainte-Anne-de-Bellevue. Des agents de la Sûreté du Québec, plus spécifiquement de l'escouade des crimes contre la personne, se rendent aussi sur les lieux. Ils sont les agents Claude Marcotte et Claude Tremblay. En examinant le corps du petit Hébert, ils sont horrifiés de constater que la jeune victime semble avoir été poignardée à plusieurs reprises dans le dos, notamment. La nouvelle qui se répand à travers la région amène vite des hypothèses toutes plus brutales les unes que les autres. On dit que le petit a peut-être été témoin d'un acte criminel, puis qu'on a voulu l'éliminer pour éviter qu'il parle, ou que le crime est l'acte d'un maniaque sexuel qui court dans la région. Les journalistes dépeignent Jean-Pierre comme un enfant à la réputation irréprochable. Donc, la question est sur toutes les lèvres. Pourquoi s'en prendre à lui de manière aussi violente? C'est atroce. Oui. L'adolescent aurait été vu vivant pour la dernière fois autour de 22 heures au casse-croûte La Patate Dorée, qui se retrouve à environ 2 km d'où sa dépouille a été retrouvée. Est-ce qu'il se serait ensuite rendu à vélo pour rencontrer un ami, encore plus loin de son domicile? Bien, il était pourtant assez tard, là. Il était 22 heures d'après les témoins. Ou est-ce qu'en voulant prendre le chemin du retour, il a malheureusement croisé le chemin d'une personne mal intentionnée? Un élément particulier qui a amené beaucoup de questionnements de la part des enquêteurs est le fait d'avoir trouvé un montant d'argent considérable, soit 80 $ dissimulés dans une des chaussettes de Jean-Pierre. Oui, comme s'il les avait volontairement cachés à cet endroit-là pour que personne puisse les trouver. Hey, c'est beaucoup d'argent. Ben oui! Qu'est-ce qu'il faisait avec 80 $ sur lui? À 13 ans? Oui, et 80 $ en 1977, Michel, ça équivaut aujourd'hui à près de 430 $. Là. Ouais, c'est bizarre. C'est vraiment beaucoup d'argent pour un petit garçon de 13 ans. Difficile, voire même impossible à ce stade-ci pour les enquêteurs de comprendre le mobile du crime. Ni l'arme qui a servi à poignarder Jean-Pierre, ni son vélo n'ont été retrouvés. On note que le corps aurait été traîné sur plus de 30 mètres avant d'être caché, loin de la route, dans le petit boisé, où il a été repéré à travers les buissons par les passants. Même les résultats de l'autopsie qui a été pratiquée sur le corps du jeune Jean-Pierre n'éclairent pas vraiment les enquêteurs. La nature des blessures qui ont été causées par un objet pointu et tranchant, probablement un couteau, là, pointe un peu plus vers l'hypothèse du maniaque sexuel. Mais pourtant, le corps ne subit aucun autre sévice. Il n'y a pas de traces d'agression sexuelle ou de strangulation, par exemple. Mais l'analyse du médecin légiste est sans équivoque. Jean-Pierre Hébert a été victime d'une mort violente causée par plusieurs perforations. C'est difficile de comprendre ce qui mène les enquêteurs à se tourner vers ce genre d'hypothèse-là, celle du maniaque sexuel. Puis ce sont même les termes utilisés dans la couverture journalistique à ce moment-là. Maniaque sexuel, en gros. Là. Exact. Mais il faut dire, Michel, qu'au même moment, au Québec, il y a plusieurs autres dossiers de meurtres non résolus qui accaparent énormément l'escouade des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec.
On parle notamment des meurtres de Louise Camiran, âgée de 20 ans, dont la dépouille a été retrouvée le 25 mars 1977, toujours irrésolue aujourd'hui d'ailleurs, et celui de Jocelyne Hull, 24 ans, retrouvée en avril 1977, récit irrésolu que tu as raconté ici à la saison 3. Est-ce que les enquêteurs tentent de faire un lien entre ces meurtres-là puis celui de Jean-Pierre Hébert, qui pourtant présente très peu de similitudes? Bien, il va savoir. Mais j'imagine qu'à un certain point, toutes les avenues sont possibles. C'est dans l'article du journal Montréal Matin du 20 mai 1977, soit une semaine après la découverte du corps de Jean-Pierre, qu'on annonce que le vélo de l'adolescent a été retrouvé, environ 500 mètres plus au nord, soit sur la rue Rémillard, toujours dans le quartier résidentiel de l'île Perrot. C'est un citoyen qui a alerté les enquêteurs après l'avoir trouvé dans sa cour arrière. Rapidement, les techniciens du laboratoire médico-légal arrivent sur place. Des empreintes digitales sont recueillies sur la bicyclette, puis une empreinte de soulier au sol tout près du vélo est aussi récupérée, puisqu'elle semble correspondre à une empreinte semblable identifiée près de la dépouille de Jean-Pierre. Ce sont des éléments cruciaux pour faire avancer l'enquête. Le lendemain, 21 mai, toujours dans le Montréal Matin, on parle maintenant de 2 couteaux qui auraient été retrouvés cette fois-ci par un ouvrier qui travaillait sur des fondations d'une maison à environ 150 mètres d'où le vélo a été retrouvé. Les 2 couteaux de cuisine étaient enterrés dans le sol. Bon, encore une fois, on déploie les techniciens sur place pour analyser les possibles éléments de preuve. On va toutefois en venir à la conclusion que ces 2 couteaux-là ne sont pas les armes du crime. Oh my God! Ils ont servi pour un autre crime, Ben peut-être! Qui enterre des couteaux, tu sais? Quelqu'un qui ne veut pas qu'on les retrouve. C'est bizarre, hein? Ouais. Mais qui s'est débarrassé du vélo? Est-ce que le suspect est un citoyen du quartier? Est-ce qu'il était à pied ou en voiture? Puis pourquoi il n'y a pas de témoin qui s'est manifesté? Est-ce que Jean-Pierre connaissait son agresseur? Bien, Michel, la réponse est oui. Puisqu'au fil des jours, à la suite de l'analyse des éléments qui ont été recueillis, les enquêteurs sont en mesure d'identifier un suspect. Et c'est le matin du jeudi 2 juin 1977, soit 3 semaines seulement après la disparition de Jean-Pierre, qu'une arrestation a lieu dans un domicile de l'île Perrot. Et c'est la consternation, puisque l'individu qui est intercepté par les policiers, non seulement il n'est pas un maniaque sexuel, mais d'aucune façon il ne baigne dans le monde criminel. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il s'agit d'un enfant de 13 ans. Un jeune garçon qui, devant ses parents, a tout avoué aux policiers. Oh non! Dans la presse du 4 juin, on cite le chef de police Raymond Bédard qui déclare que Jean-Pierre Hébert aurait été victime d'une simple chicane d'enfant qui a pris trop de proportions. Hey, une chicane d'enfant. On parle toujours bien d'un ado qui a été poignardé à 9 reprises, Michel. Hein? Qu'est-ce qui a pu se passer pour que ça dégénère de manière aussi violente entre les 2 garçons? À aucun moment, depuis l'arrestation, l'identité du jeune accusé n'est dévoilée dans les médias, puisqu'il s'agit d'un mineur. Puis ça va rester comme ça tout au long du processus judiciaire. Processus dont on ne dévoile pas vraiment les détails en raison de l'âge de l'accusé. On navigue donc à travers seulement quelques bribes d'informations dans quelques articles de journaux. On sait toutefois que le jeune accusé a offert un témoignage excessivement émouvant au moment de son audition devant le coroner au palais de justice de Valleyfield le 7 juin 1977. Le coroner Jean Cuirier doit notamment déterminer si oui ou non le jeune homme a une responsabilité criminelle dans la mort de Jean-Pierre Hébert. À travers son témoignage, on découvre une réalité abjecte dont personne ne se doutait, ni ses parents et encore moins ceux de la victime. D'après sa version des faits, tout porte à croire, Michel, que ce n'est pas juste une simple chicane, mais bien une histoire bouleversante d'intimidation entre 2 jeunes qui a très mal tourné. Je le disais en introduction, là, la trame de fond de ce récit-là, qui est vieux de 50 ans, dévoile au grand jour un contexte malheureusement encore bien présent aujourd'hui, que ce soit l'intimidation dans les milieux scolaires ou, de nos jours, par le biais des réseaux sociaux, par exemple, ce qu'on appelle la cyberintimidation. Et qu'est-ce que c'est l'intimidation juste là? Comment on décrit ça? Michel, je te laisse nous lire la définition qui apparaît sur une fiche d'information qui porte sur l'intimidation et le suicide créée par la Commission de la santé mentale du Canada. L'intimidation est un acte conscient, volontaire, délibéré et hostile à caractère répétitif.
Elle est marquée par l'inégalité du rapport de force, l'intention de blesser et la menace d'agression. L'intimidation, là, c'est grave. Ouais. Selon une étude de Statistique Canada en 2012, 1 jeune sur 3 est victime d'intimidation. Quand même, hein? Puis, en dehors de la cyberintimidation, on parle de 3 types d'intimidation. Il y a d'abord l'intimidation verbale, qui est représentée soit par des menaces, des insultes, de l'humiliation, du sarcasme aussi, ou même des commentaires à caractère sexuel non sollicités. Ensuite, il y a l'intimidation sociale, qui s'apparente, par exemple, à la propagation d'une rumeur qui concerne la victime, des gestes publics d'humiliation, comme des dessins ou des gestes pour se moquer de la personne, ou même le fait de l'exclure d'un groupe, par exemple. Finalement, bien que tous les types d'intimidation soient graves, la dernière catégorie se rapproche davantage de l'acte criminel, soit l'intimidation physique. Donc, agression intentionnelle, destruction ou vol d'effets personnels, tu sais, le fameux taxage, là, et bien entendu, les contacts sexuels non sollicités. Puis c'est malheureusement dans cette dernière catégorie que l'on peut qualifier le niveau d'intimidation qu'il y avait entre Jean-Pierre Hébert et le jeune accusé. Ce jeune-là, dont on ne connaît pas l'identité, aurait posé ce geste irréparable afin que sa détresse et son désespoir profond s'arrêtent enfin. Parce que oui, Michel, avant le meurtre, Jean-Pierre Hébert n'était pas la victime dans toute cette histoire d'intimidation physique-là, mais bien le bourreau de l'adolescent qui l'a violemment poignardé. L'intimidé a fini par tuer son intimidateur. C'est un récit d'une tristesse sans nom. Je me positionne dans la peau des parents de Jean-Pierre, mais aussi dans celle des parents de l'accusé qui est, en bout de ligne, aussi une victime dans toute cette histoire-là. Durant l'enquête du coroner, celui-ci a été en mesure de prouver que pendant 1 an, le jeune accusé a été sous l'emprise et la menace de Jean-Pierre Hébert, qui, lui, a réussi à maintenir dans une peur constante l'autre adolescent en le forçant à lui remettre toutes les semaines une somme d'argent, sans quoi il le menaçait de le battre. Toutes les semaines, il devait lui remettre environ 10 $, en plus de lui avoir déjà remis un montant considérable à la suite d'un gain de loterie. Voyons donc! Bref, on parle d'une somme qui frôle les 400 $ sur une période d'1 an qui aurait été extorquée de la part du jeune Hébert à sa victime. Un montant qui équivaut à 2000 $ aujourd'hui, Michel. Là, on parle de chez des jeunes de 13 ans. Là. C'est incroyable. Le jeune accusé occupait même 2 petits emplois pour être en mesure de donner une partie de son salaire et d'éviter de subir des représailles de la part de son intimidateur. En plus de le voler, Hébert s'assurait régulièrement que sa victime ne complète pas ses travaux scolaires pour éviter qu'il soit meilleur que lui en classe. D'après ce que le jeune accusé raconte, Jean-Pierre se disait pourtant être le protecteur de son souffre-douleur. C'est allé très loin. Le jeune homme qui vivait dans la peur depuis 1 an a expliqué au coroner qu'il ne voyait plus la fin. C'était rendu insoutenable pour lui de vivre dans cet enfer-là toutes les semaines, tous les jours. Mais où étaient les parents? C'est en 1977, hein? C'est pas pour rien, Michel, qu'on fait un lien direct avec l'intimidation et le suicide chez les jeunes. L'intimidation, sous toutes ses formes, mène souvent à la dépression, ça nuit à l'estime de soi, ça amène l'isolement, la honte, et tu vis sans cesse dans un sentiment de colère, d'humiliation puis d'impuissance. On le décrit bien dans la fiche d'information de la Commission de la santé mentale du Canada. Michel. L'intimidation entraîne des effets néfastes sur le plan psychologique, émotionnel et comportemental. Les jeunes qui la vivent peuvent finir par croire qu'ils ne s'en sortiront jamais. Puis c'est exactement comme ça que s'est sentie la victime de Jean-Pierre. Hein? Mais plutôt que d'aller chercher de l'aide, il a pris une décision qui dépasse l'entendement. C'est lui-même qui a donné rendez-vous à Jean-Pierre le soir du 11 mai 1977 au coin du boulevard Don Quichotte et la rue Rouleau à l'île Perrot. C'est lui qui a trouvé un prétexte pour l'attirer près du petit boisé, puis qui l'a ensuite poignardé à 9 reprises avec le couteau de chasse de son père. C'est lui qui, de toutes ses forces, a traîné le corps inerte de Jean-Pierre sur 30 mètres pour le dissimuler dans les buissons. C'est lui qui a ensuite enterré le couteau plus loin. C'est lui qui a finalement amené le vélo pour le laisser près d'un autre boisé où il a été retrouvé par un citoyen 3 jours plus tard. Quelle histoire! À la lumière. Ah oui, c'est terrible.
À la lumière du témoignage du jeune accusé, le coroner Curier a déclaré qu'il s'agissait sans aucun doute d'une mort violente avec responsabilité criminelle. L'adolescent allait donc devoir faire face à la justice. On voit pas ça souvent, des enfants accusés de meurtre au Québec. J'étais pas du tout familière avec le processus judiciaire des mineurs puisqu'ils ont leur propre tribunal, puis leur prise en charge est évidemment adaptée à leur âge. Dans le récit du meurtre de Jean-Pierre Hébert, on aura accès à très peu d'informations sur la suite des événements en raison de la clause de confidentialité reliée à l'âge de l'accusé. On apprend toutefois dans un article de la presse du 8 juin 1977 que l'adolescent a l'intention de plaider non coupable devant un juge de la cour juvénile face à une accusation formelle de meurtre. On dit aussi qu'il devra se présenter devant la cour du bien-être social. Bon, je dois t'avouer que je me suis un peu perdue là, à travers les différents noms des tribunaux. C'est quoi la différence en 1977 entre la cour juvénile puis la cour du bien-être social? Dans un premier temps, la Cour juvénile a été créée en vertu d'une loi fédérale, soit la loi sur les jeunes délinquants. Ce tribunal-là traitait les cas d'enfants et d'adolescents de moins de 18 ans qui avaient commis une infraction criminelle comme des vols, des agressions, des meurtres. Aujourd'hui, la loi sur les jeunes délinquants s'appelle plutôt la loi sur la justice pénale des adolescents. L'approche de ces deux lois-là, celle en vigueur en 1977 versus celle en vigueur aujourd'hui, est un peu différente. En 1977, on dit que c'était une approche plutôt paternaliste. On voyait les jeunes comme des enfants difficiles qu'il fallait corriger. Tandis qu'aujourd'hui, on opte davantage pour une approche responsabilisante. Mais ça, je vais y revenir. La Cour du bien-être social, quant à elle, était à l'époque une entité à part. C'est une cour provinciale qui gérait les dossiers non criminels, donc plutôt ce qui avait un lien avec la protection des mineurs à l'aide d'interventions des services sociaux, par exemple. La Cour du bien-être social s'occupait notamment des enfants victimes de violences ou de négligence ou d'enfants qui étaient étiquetés comme étant des incorrigibles, entre guillemets. La Cour du bien-être social jouait sensiblement le même rôle que la protection de la jeunesse qu'on connaît aujourd'hui. C'est pendant la même année où s'est déroulée l'histoire de Jean-Pierre Hébert, soit en 1977, que la Cour juvénile et la Cour du bien-être social se sont finalement unies, Michel, pour faire un seul tribunal qu'on appelle la Chambre de la jeunesse. Il s'agit donc d'une section spécialisée de la Cour du Québec qui traite exclusivement des dossiers impliquant des enfants et des adolescents. Le mandat est de protéger les droits et la sécurité des jeunes tout en les encadrant, par exemple, dans des situations judiciaires qui les concernent, en misant bien sûr sur leur réhabilitation et leur réinsertion. Malheureusement, je ne connais pas la conclusion de l'affaire Hébert. Non. Dans les derniers articles de journaux que j'ai pu trouver, on précise que le jeune accusé sera pris en charge par la Cour du bien-être social, puis qu'il sera évalué par des experts psychiatres. Aucune information sur la finalité de son processus judiciaire n'a été partagée publiquement et ça ne le sera jamais. Parce qu'il était mineur. Oui. Et j'ai même demandé à notre chère recherchiste Isabelle si elle pouvait mettre la main sur quelque chose, puis sans surprise, elle non plus n'a rien trouvé. En fait, le dossier a probablement été détruit une fois que l'accusé a atteint sa majorité, comme c'était souvent le cas à l'époque. C'est fou, fait qu'il n'y a même pas aucune archive judiciaire. C'est ce qu'on pense. Intéressant. Cela dit, si on se base sur le fonctionnement de la loi sur les jeunes délinquants et sur le système judiciaire en place au Québec en 1977, on peut imaginer un scénario plausible des étapes qui ont suivi. Évidemment, il faut aussi tenir compte du contexte très particulier dans lequel le crime a été commis, c'est-à-dire une situation d'intimidation qui avait atteint des proportions très inquiétantes. Lorsque le jeune garçon a plaidé non coupable devant la cour juvénile, le juge a dû alors décider si un procès était nécessaire ou non. Il est fort probable qu'il a tenu compte du contexte du drame, mais il a certainement pris en compte aussi deux autres éléments importants, soit le jeune âge de l'accusé, puis le fait qu'il n'avait pas d'antécédents. Comme je disais, c'est possiblement pour mieux guider la décision du juge, on précise dans les journaux que l'accusé doit passer une évaluation psychiatrique. Le juge a peut-être perçu un certain niveau de détresse chez l'accusé au moment des faits, ce qui a fait en sorte qu'il a demandé qu'il soit évalué.
C'est ce qui explique le transfert du dossier vers la Cour du bien-être social, qui aurait eu le mandat d'évaluer sa situation familiale, scolaire et psychologique. Le but étant possiblement de voir s'il y a des signes de négligence, un manque de soutien à la maison ou à l'école, ou même une anxiété importante, voire même un traumatisme lié à l'intimidation qu'il subissait. Ces facteurs-là seraient cruciaux pour déterminer ce qu'on ferait avec lui ensuite. Le rapport des experts aiderait à déterminer la responsabilité du jeune puis orienter vers les prochaines étapes. Il est fort possible que le rapport ait conclu que l'accusé ne représentait pas un danger pour la société à long terme, que son geste avait été posé dans un moment de détresse extrême et qu'il avait besoin d'un encadrement psychologique important. Donc, dans l'éventualité où il aurait été déclaré coupable du meurtre et en prenant compte du contexte dans lequel a eu lieu le drame, il aurait probablement été placé pour une durée indéterminée dans un centre jeunesse, ce qu'on appelait à l'époque là, une école de réforme, pour entamer une thérapie avec différents intervenants, en plus de recevoir un accompagnement scolaire. On parle de durée indéterminée parce que le dossier était généralement réévalué aux 6 mois ou annuellement pour voir si une sortie progressive était envisageable. Généralement, après 2 ou 3 ans, si des signes clairs d'amélioration étaient observés, le jeune pouvait réintégrer un milieu scolaire puis parfois même être transféré dans une famille d'accueil si son milieu familial ne permettait pas une réintégration, par exemple. Bon, ensuite, je me suis posé la question, si le drame s'était passé en 2025, qu'est-ce qui serait arrivé au jeune garçon de 13 ans accusé de meurtre? Une chose est certaine, j'aurais accès à un peu plus d'informations qu'en 1977 parce qu'aujourd'hui, certaines des étapes clés du processus judiciaire sont rapportées par les médias. Et ce, même si l'identité du jeune puis les détails sensibles demeurent confidentiels, bien évidemment. Oui, comme il est mineur. Exactement. Il est mineur, mais on peut quand même suivre le procès. Il ne dévoile tout simplement pas son identité. Aussi, en comparaison avec le scénario de 1977, le jeune accusé aurait tout d'abord eu droit à un avocat dès le départ, parce que c'est garanti par la loi. Puis dans un cas aussi grave qu'un meurtre, même si on est dans un contexte d'intimidation, c'est peu probable qu'il puisse éviter complètement le tribunal. Cela dit, le contexte d'intimidation qui a joué un rôle majeur dans l'histoire pourrait peser lourd dans la balance pour orienter le juge vers une peine qui serait probablement plus axée sur la réhabilitation plutôt que la détention, par exemple. Mais il y a une chose qui me chicote, Annie, c'est que c'est quand même vraiment prémédité, tu sais. Dans le sens où c'était pas comme sous un espèce de coup de passion, là, je sais qu'on n'aime pas dire ça, là, mais une espèce de furie incontrôlable puis une rage incontrôlable sur le moment. Ça a été complètement prémédité, cette histoire-là. Est-ce qu'il l'a prémédité le jour même, quelques heures avant? Je sais pas, mais ça vient quand même d'une détresse importante en raison du contexte dans lequel il vivait. Bien sûr, mais c'était un guet-apens quand même. Absolument, oui. Ouais. Hey, c'est terrible. Là. C'est absolument terrible. Oui, il en est venu à planifier ça. Ouais. Donc, si on parle de réhabilitation, par exemple, on parlerait davantage de sanctions spécifiques, comme une liberté surveillée, un placement encadré dans un centre jeunesse pour une durée déterminée, combiné à un accompagnement thérapeutique puis scolaire. Bref, une approche qui mise à la fois sur la réhabilitation, la réinsertion, la responsabilisation et sur le respect des droits du jeune. Tout ça en tenant compte de la gravité du geste qu'il a posé, bien évidemment. Michel, tout au long de ma rédaction, j'ai sincèrement eu beaucoup d'empathie pour les 2 familles qui ont vécu chacun de leur côté un drame inconcevable. Ce qui est déchirant dans cette histoire-là, c'est que les 2 protagonistes sont à la fois victimes et bourreaux. Bien que le cauchemar que fait subir Jean-Pierre à son protégé, là, en gros guillemets, soit absolument inacceptable, j'admettrai jamais que son meurtre soit justifié. Oui, il aurait certainement mérité d'être puni de manière appropriée pour ce qu'il a fait subir à sa pauvre victime. La souffrance qu'il lui a fait vivre au quotidien pendant 1 an est indéniable. Et si la victime d'intimidation avait eu accès à différents outils pour dénoncer ce qu'il vivait, est-ce que ça aurait changé le cours de l'histoire, tu penses? Moi, je pense que oui. Jean-Pierre Hébert serait peut-être même encore en vie. Mais malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière, mais on peut certainement continuer à travailler ensemble pour mettre en place des stratégies afin de stopper le fléau de l'intimidation dans les écoles, dans la rue, dans les parcs, mais aussi maintenant via les réseaux sociaux. En tant qu'adulte, si vous êtes victime ou témoin d'une situation d'intimidation qui dégénère et que vous avez besoin de soutien, vous pouvez contacter Info Sociale en composant le 811.
Si tu es un jeune de 17 ans et moins, puis que tu es victime d'intimidation, peu importe sous quelle forme, tu peux aller chercher de l'aide. Consulte l'application mobile Plus fort pour trouver des outils. Si des images de toi nu circulent sur Internet, tu peux visiter le site aidez-moi-s'il-vous-plaît.ca pour avoir de l'assistance rapidement. Autrement, tu peux aussi simplement texter le mot « parler » au 68 68 68 pour rejoindre « Jeunesse, j'écoute ». Je suis soulagée, moi, en tant que maman, de savoir que des organismes de soutien comme ça existent aujourd'hui. Je suis soulagée que mon enfant de 11 ans ait reçu cette semaine à l'école un dépliant de prévention contre l'intimidation distribué par le service de police de la Ville de Montréal. Parce que oui, l'intimidation est un comportement inacceptable au sens de la loi. J'espère de tout cœur que ce jeune garçon, autrefois submergé par le désespoir au point de commettre l'irréparable, a su se reconstruire avec le temps. Parce que malgré toute l'ampleur du cauchemar qu'il lui a fait vivre, Jean-Pierre Hébert, du haut de ses 13 ans, ne méritait pas de mourir. J'ose espérer que l'histoire bouleversante de ce drame-là puisse aujourd'hui servir d'exemple, en nous rappelant à quel point l'intimidation peut avoir des conséquences tragiques. Que ce soit en 1977 ou aujourd'hui, près de 50 ans plus tard, il reste essentiel de voir les signes et de protéger nos jeunes avant qu'un nouveau drame se reproduise. Annie, pour cet épisode, avec l'aide de Maître Isabelle Landry, notre fabuleuse défricheuse de dossiers, je me suis plongée dans la sombre période des années 90. Bon, je dis sombre parce que j'ai été franchement étonnée de réaliser à quel point ça a été une période dangereuse pour les jeunes femmes, surtout dans la grande région de Montréal. J'aurai l'occasion d'y revenir au courant de l'épisode, mais quand on passe en revue l'actualité criminelle de cette époque-là, c'est hallucinant de remarquer le nombre de meurtres de jeunes femmes, vraisemblablement commis par de purs inconnus. Des crimes du genre de celui qu'a vécu Sandra Godette, par exemple, dont on a parlé dans la saison dernière, ou la belle Mélanie Cabé, à qui j'ai consacré un chapitre dans le premier tome de notre livre. Des histoires cauchemardesques, Annie, de jeunes femmes attaquées la nuit, à la sortie de bar ou aux arrêts d'autobus, agressées et tuées avant d'être abandonnées lâchement. Ça donne réellement l'impression que c'était une période faste pour les prédateurs et ça détonne un peu avec la réalité d'aujourd'hui, je pense. Ouais. Bon, remarque, est-ce que c'est vraiment mieux de se faire tuer entre les quatre murs de sa maison par son propre mari? Non. Pas sûr que c'est une bien grande avancée pour le dossier de la violence faite aux femmes. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, c'est l'un de ces crimes affreux. La déchirante fin d'une jeune femme qui entamait à peine sa vie. Une fille brillante, magnifique, vouée à une intéressante carrière scientifique qui s'est arrêtée brutalement un soir d'octobre 91 parce qu'un homme en a décidé ainsi. Un homme qui court toujours d'ailleurs puisque des centaines d'heures d'enquête et de recherche ne sont jamais venues à bout de l'identifier. Aujourd'hui, je te parle du meurtre lâche et brutal de la jeune Marie-Claude Côté. En 1991, Marie-Claude Côté a 17 ans. Elle est la fille de Claude Côté et de Liette Tremblay et elle a un frère, Stéphane, de qui je ne sais pas grand-chose. Je ne sais même pas s'il était son frère aîné ou son frère cadet. Marie-Claude, c'est l'exemple classique de ce qu'on appelle dans le folklore populaire une jeune fille de bonne famille. Elle habite avec ses parents dans une cossue maison du chic quartier d'Outremont, à Montréal. Son père, Claude, est un biochimiste considéré. Marie-Claude est une étudiante modèle au collège privé et très réputé Jean de Brébeuf à Montréal, où elle étudie en sciences de la santé sur les traces de son père, voulant elle aussi devenir biochimiste. Elle excelle en danse, avec presque une décennie de cours de ballet classique et de ballet jazz derrière elle. Bref, une adolescente brillante, responsable, certes, même si adolescente. On va comprendre que Marie-Claude est quand même une fille de son temps qui a un large cercle d'amis et qui profite bien de sa jeunesse et de sa fougue. C'est exactement comme ça que je l'imagine, moi, Marie-Claude. Comme une jeune fille presque majeure, qui se dépasse à l'école, qui performe partout, tout le temps, et qui a envie d'explorer un peu une fois le week-end arrivé, qui a envie de lâcher son fou et de mordre dans sa jeunesse à pleines dents, finalement.
Depuis les derniers mois, Marie-Claude passe beaucoup de temps avec Karine, sa meilleure amie qui, à 19 ans, est un peu plus vieille qu'elle. Hein? Si j'ai bien compris, Karine ne va plus à l'école, contrairement à Marie-Claude, on le sait, qui est non seulement étudiante à temps plein, mais dans un champ d'études très exigeant. J'ai comme l'intuition que c'est bénéfique pour Marie-Claude de décrocher complètement de son rythme de vie académique le week-end et probablement que le fait d'être avec une amie qui ne vit pas la même réalité qu'elle doit lui faire du bien. Peut-être même lui faire envier toute cette liberté. Le samedi 12 octobre 1991, les filles se rejoignent pour passer une soirée ensemble. Ce soir-là, elles ont prévu de faire la tournée des bars entre filles avant d'aller rejoindre le nouvel amoureux de Karine un peu plus tard. Marie-Claude, qui n'a pas d'amoureux connu, a prévu d'aller dormir chez Karine ce soir-là. C'est d'ailleurs elle qui est désignée comme chauffeuse, alors que les deux filles se promènent d'établissement en établissement dans la voiture de Karine. Tu sais, Annie, au début, j'ai été un peu surprise de réaliser que Marie-Claude, malgré son statut de fille modèle, là, en guillemets, sortait dans les bars alors qu'elle était encore mineure. Bon. On l'a toute faite dans les C'est années ça, 90. C'est sûr là, qu'elle n'a pas 14 ans quand même. Là. Elle a 17 ans et demi Oh oui. et semblait extrêmement responsable. Sauf qu'honnêtement, je ne sais pas si c'était connu de ses parents ou si elle avait des fausses cartes d'identité, par exemple. J'aurais aimé ça creuser davantage pour savoir si c'était un genre de double vie qu'elle menait en cachette ou si c'était su et toléré qu'elle fréquentait les bars avant l'âge légal pour le faire. Mais c'est ça. Honnêtement, ça ne change pas grand-chose à Non. l'histoire. Là. Je ne dirais pas moi à quel âge j'ai commencé à fréquenter les bars à Val-d'Or. Oui, mais t'étais à Val-d'Or. Mais en même temps, à Montréal, en 91, je suis pas sûre qu'ils cartaient puis que c'était très, très, très assidu là, comme Ben c'est ça. Je pense, protocole. exact. Je pense que c'était quand même fréquent, là, probablement plus, comme tu le dis encore, dans les années 90, Oui. de se faufiler dans les clubs. Là. Absolument. Bref, j'avais quand même envie d'adresser cette information-là parce que ça m'a titillé, moi. Alors, probablement que ça va être le cas aussi pour certains auditeurs. Mais honnêtement, j'ai pas de réponse sur la question. Puis j'ai réalisé, Annie, que nulle part dans la couverture médiatique, ça a été abordé d'ailleurs. Bref. Selon un article de la presse du 2 novembre 1991, la soirée de Marie-Claude commence avec Karine au bar L'Idéfixe sur l'avenue du Parc au coin de Mont-Royal, toujours à Montréal. Les filles y passent quelques heures avant de se diriger au célèbre club 281 sur la rue Sainte-Catherine-Est, en plein centre-ville de Montréal. Oui, Annie, le 281, ce mythique club de danseurs nus qui a fermé ses portes en 2020 après avoir fait crier des madames de tous âges pendant 40 ans. Personnellement, moi, je suis jamais allée. Moi non plus! Mais je sais que c'était un endroit hyper festif, souvent le théâtre d'enterrement de vie de fille, par exemple, ou de célébration d'anniversaire, où les danseurs venaient faire des striptease devant une foule de femmes en délire. Ça m'a quand même fait sourire de penser à Marie-Claude et Karine qui s'arrêtent là, tu sais, sûrement pour s'imprégner de l'énergie de la place, rire un bon coup, quelque chose comme ça. Je suis quand même étonnée que là, des filles mineures soient rentrées, par exemple. C'est vrai, hein? Là, tu vois, ça me chicote. J'avoue. Il est autour d'1h du matin environ quand les deux filles décident de quitter le 281. Elles veulent se diriger au bar Le Barina, situé dans un tout autre quartier de Montréal, le quartier Côte-Saint-Paul, tout près de Verdun. On parle là d'un trajet d'environ 15 km. En passant sur la rue Jeanne-Mance pour récupérer la voiture de Karine, les filles se rendent compte qu'elles sont absolument pas certaines de la route à prendre pour se rendre au Barina. Elles demandent donc conseil à un homme au hasard. Exactement comme on le faisait avant l'arrivée du GPS, Annie. C'était la façon de se repérer en 90. Hein? On prenait une carte routière ou on demandait de l'aide aux passants. Donc, après lui avoir demandé un coup de main, l'homme, qui est soit extrêmement gentil ou extrêmement louche, leur offre de les guider. Il va se rendre au Barina dans son camion et elles n'auront qu'à le suivre. Non. Les filles sont ravies de l'offre, elles acceptent avec bonheur et durant une bonne vingtaine de minutes, elles suivent le pick-up de cet homme qui les dirige finalement à bon port. Une fois certain que les filles sont bel et bien dans le stationnement de l'établissement, l'inconnu les salue de la main et repart, sans plus. Marie-Claude et Karine sont excitées d'être arrivées à ce bar qu'elles connaissent depuis peu. Hein? Elles sont pas là par hasard, en fait. Elles y sont parce que Karine fréquente depuis quelques mois Normand, l'un des propriétaires de l'endroit, et qu'elle y travaille de temps à autre. Il est maintenant autour d'1h30 du matin. Les filles entrent dans le petit endroit bondé et laissent leur manteau au vestiaire. Elles se précipitent sur la piste de danse et bientôt, Normand, le copropriétaire et amoureux de Karine, passe voir les filles sur la piste de danse.
Il se penche vers l'oreille de Marie-Claude et lui demande les clés de la voiture de Karine. Apparemment, les filles sont assez mal stationnées, donc Normand offre de prendre les clés pour aller bouger la voiture et la stationner vers le fond de l'espace réservé pour pas gêner les voitures qui vont arriver. Marie-Claude lui donne les clés et Normand sort déplacer la voiture. Au bout de quelques minutes, il revient et redonne les clés à Marie-Claude qui danse toujours sur la piste, entourée de nombreux clients. Normand se penche maintenant vers son amoureuse et lui demande de le suivre. Karine et Normand s'éloignent ensemble vers le bar, puis se réfugient dans le bureau du gérant quelques instants, question de s'entendre parler et de prendre des nouvelles de leurs soirées respectives. Là. Une vingtaine de minutes s'écoulent. Quand Karine revient sur la piste de danse pour rejoindre son amie, elle est surprise de ne pas la trouver là où elle l'a laissée. Elle fait le tour du bar, puis des toilettes, mais rien. Marie-Claude est introuvable. Les minutes passent, mais Karine ne s'inquiète pas trop. Là. Elle se dit que son amie est peut-être sortie pour une raison ou une autre, qu'elle va revenir la rejoindre d'ici la fermeture. Mais tu me vois venir, Annie. Le bar annonce son last call, puis ouvre les lumières pour signifier aux clients que la soirée est finie et toujours aucune nouvelle de Marie-Claude. Les gens quittent un à un le Barina, reprenant leur manteau au vestiaire avant de sortir dans la nuit noire d'octobre. À la fin, alors que tous sont partis, un manteau demeure toujours suspendu au vestiaire, celui de Marie-Claude. Karine et Normand sont confus, puis au-delà d'être probablement un peu irrités que son ami soit parti avec ses clés, là, Karine sent que quelque chose ne va pas. Selon un article de la presse du 15 octobre 1991, le couple aurait décidé d'aller voir chez Marie-Claude si elle s'y trouvait. Je peux pas trop m'avancer là-dessus, mais j'ai quand même l'impression que s'ils sont bien allés à la maison familiale d'Outremont cette nuit-là, le couple n'a pas pour autant investigué à fond l'absence de Marie-Claude, préférant probablement éviter de réveiller ses parents en pleine nuit et les inquiéter, alors que pour le moment, l'absence de Marie-Claude est encore récente. Karine repart avec Normand et reprend les recherches le lendemain matin, avec cette fois un appel à la demeure de Marie-Claude où ses parents confirment ses craintes. Non, Marie-Claude n'a pas dormi à la maison. Normand et Karine repartent vers le Barina et arrivent vers midi. À la lumière du jour, ils vont peut-être voir ou comprendre quelque chose qu'ils n'ont pas saisi la veille. Et malheureusement, Annie, c'est précisément ce qui arrive. Dès qu'ils mettent les pieds dans l'établissement, l'employé de soutien ménager informe son patron que dans le stationnement, il a trouvé une chaussure. Hein? J'ose même pas imaginer à quelle vitesse le sang a dû quitter le visage de Karine quand elle a réalisé que là, sur le bar, traînait la chaussure de sa meilleure amie. Normand demande à son employé de venir lui montrer l'endroit précis où la chaussure a été trouvée. Donc, l'employé sort, suivi de Normand et Karine, et les amène au fond du stationnement, non loin d'où la voiture de Karine est stationnée. Il pointe l'endroit où il a trouvé le soulier. À quelques centimètres de là, une tache brunante est visible au sol. Normand et Karine se regardent et comprennent qu'il s'agit sans doute d'une tache de sang. Ils reviennent en vitesse dans le bar et contactent la police. Ce sont les sergents détectives Pierre Grignon et Paul Terrien de la section des homicides du service de police de la communauté urbaine de Montréal, le SPCUM à ce moment-là, qui sont mandatés pour l'enquête. À cette époque, il faut dire que c'était la division des homicides qui s'occupait aussi des disparitions et des prises d'otages. Cela dit, le constat est terrifiant dès les premières minutes de l'enquête. On semble définitivement avoir affaire à un kidnapping. Pour une fois, Annie, il n'est aucunement question de départ volontaire ou de fugue, surtout à cause des éléments trouvés sur place, comme la chaussure sur le sol et le manteau, encore au vestiaire. En ce qui concerne la tache brunante dans le stationnement, par exemple, on demeure prudent. Aucune conclusion n'est tirée avant d'avoir analysé le liquide qui pourrait très bien provenir d'une voiture, comme être une tache d'huile, par exemple. Oui, mais quand même, la chaussure, Michel, on dirait qu'on est capable de se visualiser la scène, tu sais, qu'elle s'est débattue, puis qu'elle a perdu son soulier, puis je trouve ça terrible. Un vrai cauchemar. Oui. Les premières heures de l'enquête sont dédiées à l'interrogatoire de Karine. Celle-ci répète plus d'une fois le déroulement de la soirée au sergent détective qui la grille de questions. Et bientôt, les agents ont une priorité, retrouver le fameux « bon samaritain », entre guillemets, qui, dans son pick-up, a guidé les filles jusqu'au Barina. Le premier article que je retrouve concernant l'enlèvement de Marie-Claude apparaît dans le journal La Presse du 15 octobre 91, donc à peine 48 heures après le signalement aux autorités. La couverture médiatique de la disparition de Marie-Claude sera très importante et c'est justifié. Après tout, il s'agit d'un enlèvement, le temps presse.
Mais j'ai pas le choix de remarquer aussi qu'on a vraiment affaire à un cas classique du fameux Missing White Woman Syndrome. Ici, Annie, le syndrome de la femme blanche disparue. Marie-Claude, là, elle correspond en tout point à la victime parfaite, entre guillemets, belle, jeune, issue d'un milieu aisé, blanche. Ce syndrome médiatique était encore loin d'être nommé en 1991, mais il existait déjà. Il sera d'ailleurs souligné par Madame Marcelle Lamarche, la cofondatrice du réseau Enfants Retour, dans un article de la presse du 2 novembre 1991, alors qu'elle se réjouit d'une si grande implication du public et des médias dans cette affaire, bien sûr, mais elle regrette quand même du même souffle voir une grande différence lorsqu'il s'agit de personnes, je la cite, qui n'ont pas d'accointance avec le directeur des banques Desjardins, insinuant que le statut social des Côtés est en grande partie responsable de la très grande médiatisation de l'affaire. Une affaire que le Québec suit rapidement avec intérêt. Une médiatisation assez grande pour que l'homme au pick-up se manifeste et se rapporte à la police dès le lendemain de l'avis de recherche le concernant. Dans un article du Soleil du 17 octobre 1991, on confirme que l'homme est libéré de tout soupçon après que les enquêteurs aient double vérifié ses allées et venues le fameux soir où il a apparemment, Annie, simplement eu envie d'aider son prochain en conduisant les deux filles inquiètes de se perdre là où elles souhaitaient se rendre. Fait que ça existe. Ça existe. Dans le même article, on confirme que la tache trouvée dans le stationnement du Barina serait bel et bien du sang humain. Le groupe sanguin de Marie-Claude n'étant pas connu par ses parents et son dossier médical de naissance se trouvant en Ontario, où Marie-Claude est née, les recherches de ces informations ralentissent un peu le processus, mais Annie, on finit par être en mesure de confirmer aussi que les groupes sanguins matchent. Tout porte à croire que le sang du stationnement est malheureusement celui de Marie-Claude Côté. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce stationnement-là? En quelques jours seulement, l'histoire de Marie-Claude fait le tour de la métropole puis du Québec. Des dizaines de signalements arrivent de partout, de Maniwaki, de Saint-Rémy, allant même jusqu'à Plattsburgh aux États-Unis. Évidemment, chacune des informations qui entrent à la centrale est examinée minutieusement, mais Annie, aucune ne mène à la moindre piste, au moindre indice. Une semaine après la disparition de Marie-Claude, alors que les enquêteurs travaillent sans répit à tenter de trouver un filon, le bar Barina fait preuve d'une coopération remarquable. Les propriétaires de l'endroit, dont Normand, l'amoureux de la meilleure amie de Marie-Claude, tentent d'aider comme ils peuvent, conscients que l'agresseur est probablement un client de leur établissement. J'ai trouvé ça fascinant de lire tout ce qu'ils ont tenté pour donner un coup de main à l'enquête. Entre autres, se mettre à disposition face à leur clientèle pour accueillir les clients qui auraient des questions, des craintes ou même qui voudraient de l'accompagnement pour aller vers les policiers s'ils ont des choses à dire mais trouvent ça trop intimidant. Ils vont même aller jusqu'à fermer la musique en pleine heure de grande affluence pour s'installer sur la piste de danse et parler à leur clientèle de Marie-Claude. Et même mettre en garde sa clientèle féminine. J'ai trouvé ça absolument incroyable de leur part de poser ce genre d'action-là, hyper bienveillante, hyper proactive, même si ça pouvait avoir des effets dévastateurs sur l'affluence de l'endroit. Là, imagine, tu sais, ça donne pas bel goût d'y aller. Là. Non, effectivement. La plupart des établissements dans ce genre d'histoire-là font tout pour étouffer l'affaire ou minimiser leur implication. Rappelle-toi juste de la réaction des responsables du Midnight Blue, d'où est disparue Jessie Duchesneau à Québec, ou à la réponse du Zénob à Trois-Rivières suite à la disparition d'Eduardo Malpica. Mettons qu'on est à des années-lumière de la réponse très alliée du Barina là, à cette époque. Voici ce que répond Normand d'ailleurs au journal La Presse du 21 octobre 1991 quand on lui pose des questions sur l'ambiance du Barina suite à la disparition de la jeune femme. Annie? Plusieurs essaient de venir nous encourager, même si on sent que les gens ont peur et qu'ils viennent moins. Mais pour l'instant, c'est le moindre de mes soucis. Ce qui compte, c'est de retrouver Marie-Claude. Assez vite, on voit aussi une très grande implication du côté des élèves du Collège Jean-de-Brébeuf qui prennent l'initiative d'ouvrir un compte à la Caisse des Jardins pour ramasser une somme d'argent qui pourrait servir de récompense. Ils y déposent un montant de 3 000 $, mais ce qui est remarquable, Annie, c'est qu'ils diffusent dans les médias le numéro du compte et précisent que toute personne désirant participer à l'effort pour ramasser des dons peut aller à la caisse et déposer directement dans le compte.
Mine de rien, là, à un certain moment, le compte va atteindre un montant de près de 40 000 Hein? Oui, avec les apports citoyens, mais aussi les dons faits par l'organisme Jeunesse au Soleil et certains donateurs anonymes. Wow. Une autre implication qui m'a émue, Annie, c'est celle de Jean Besseré. Non, l'acteur! Oui, te souviens-tu de oui, ce comédien? Jamais 200 toi! Exact, c'est ça. Pour les plus jeunes, là, il s'agissait d'un acteur adoré du Québec. C'était une bœuf. Oui, connu et aimé notamment pour son rôle de Rémi Duval dans la série Jamais 200 toi. Bref, à ce moment-là, M. Besseré était porte-parole de la campagne de prévention du crime pour le ministère de la Sécurité publique. Et prenant son rôle très au sérieux, il a fait un appel public très médiatisé aux ravisseurs de Marie-Claude, les implorant de la laisser partir. Appel, qui est malheureusement resté sans réponse, mais j'ai trouvé ça incroyable de m'imaginer ça. Un comédien super connu qui prend d'assaut les médias pour s'adresser à des agresseurs. Je pense pas qu'on verrait ça aujourd'hui. C'est drôle, j'essaie de penser. Je pense que c'est jamais arrivé avant ou après ça. Il me semble que j'ai jamais vu ça. Je pense aux journalistes connus comme Claude Poirier, là, mais vraiment d'une personnalité publique artistique. Là. Ça me dit rien du tout aussi. Bon, pour la petite histoire, ce cher M. Besseré est mort 10 ans plus tard, en mars 2001, des suites d'un accident de voiture, malheureusement. Les jours passent et malgré tout le travail de la police et toute la médiatisation du dossier, rien n'y fait. Aucune trace de Marie-Claude nulle part. Aucune piste sur ce qui a pu se passer non plus. Les parents de Marie-Claude, complètement absents de l'espace public, sont dévastés. Ils assistent impuissants aux multiples impasses du dossier de leur fille et maintiennent qu'ils préfèrent demeurer loin des médias pour ne pas nuire à l'enquête. Claude Côté, le père de Marie-Claude, ne va plus au travail, forcément. Lui et sa femme passent désormais 100% de leur temps à la recherche de Marie-Claude. Épaulée, entre autres, par Marcelle Lamarche, la cofondatrice du réseau Enfants Retour, qui va d'une déclaration choc dans le journal La Presse du 2 novembre, qui consacre sa une à l'histoire de Marie-Claude d'ailleurs. Annie? On va la chercher aussi longtemps qu'on ne l'aura pas trouvée. Il faut mettre fin au cauchemar des parents. Dans un cas comme celui-là, c'est encore mieux de la trouver morte que de ne pas la retrouver du tout. Toujours dans ce même article, je suis rassurée de lire que la police offre un traitement empathique et très humain aux parents implorés de Marie-Claude en leur lâchant un coup de fil chaque matin à la même heure pour les tenir informés du travail fait, mais aussi et surtout pour leur éviter d'attendre inutilement près du téléphone, les sachant déjà bien assez anxieux. Tous les jours? Tous les jours, à la même heure. Mais c'est incroyable, ça. Évidemment, Annie, c'est une couverture médiatique vieille de plus de 3 décennies que je te décris aujourd'hui. Là. Je ne sais pas si elle reflète de façon tout à fait réaliste toute l'affaire concernant le kidnapping de Marie-Claude. Mais de loin, là, avec 35 ans de recul, j'y vois beaucoup de gestes de bienveillance et d'altruisme. Absolument. Je ne sais pas si ça s'explique uniquement avec le syndrome de la femme blanche disparue ou si c'est le clash avec notre ambiance sociale et politique des dernières années qui est assez, mettons, sur le déclin. Là. Mais même si c'est un récit d'une tristesse innommable, je trouve que Marie-Claude a rassemblé, bien malgré elle, dans l'horreur, le meilleur de ce que les gens ont à offrir. Oui. Et malheureusement, ces mêmes gens partageront bientôt une peine immense. Le 21 novembre 1991, il est autour de 18 heures quand un citoyen appelle les autorités. Il croit voir au loin un corps flotter dans le fleuve Saint-Laurent, près des îles de Boucherville. Quand la police arrive sur place, elle ne peut malheureusement rien faire. Il fait trop noir. Il faudra attendre le lendemain, le 22 novembre, pour aller faire des vérifications sur le fleuve. La police du SPCUM fait appel au service de police de Port-Canada qui arrive en renfort et sillonne la partie du fleuve où le citoyen croit avoir aperçu le corps. Il est autour de 12h30 quand les autorités portuaires repèrent le cadavre. Il s'agit du corps d'une jeune femme. C'est le 23 novembre, en fin d'après-midi, que les autorités confirment la triste nouvelle. 39 jours après sa disparition alarmante, Marie-Claude Côté est retrouvée dans les eaux glacées du fleuve Saint-Laurent, flottant à une 40aine de kilomètres d'où elle a été vue pour la dernière fois, soit souriante et heureuse sur la piste de danse du Barina. C'est par empreinte dentaire que Marie-Claude sera formellement identifiée. T'imagines? Dans la presse du 23 novembre 1991, le directeur du SPCUM se confie sur la découverte de la jeune fille. Je le cite. « Il a été très pénible aux enquêteurs de rencontrer la famille. Avec le temps, il y a une complicité qui s'installe avec les parents. Il y a aussi le fait que les enquêteurs ont des enfants de cet âge.
J'ose même pas imaginer, Annie, comment ça doit être difficile d'annoncer une telle nouvelle à des parents. Non. Dans le même article, on raconte que le corps a été repêché à moitié nu et qu'il y avait bon nombre de marques sur le corps, mais que ces marques pouvaient aussi avoir été laissées par des navires. Selon les premières hypothèses, Marie-Claude se trouverait dans l'eau depuis la date de son kidnapping environ. Donc, elle n'aurait pas été tenue en otage très longtemps avant d'être jetée à l'eau. En survolant la revue de presse suite à la découverte du corps de Marie-Claude, j'ai compris à quel point les médias et sans doute le public étaient investis dans cette histoire. D'un côté, les journalistes attendent visiblement, très impatiemment, les détails concernant la triste fin de la jeune femme et les analyses des scientifiques. Mais de l'autre, on sent les autorités vouloir jalousement garder ces informations-là pour eux. Question de ne pas nuire à l'enquête. Je te donne une idée du ton des journalistes dans les jours suivant la découverte du corps, Annie. Voici les premières lignes d'un article sur le sujet dans le journal Le Soleil du 27 novembre 91. Annie? Hier, on ne sait pour quelle raison, le bureau du coroner et la direction de la police ont encore une fois catégoriquement refusé de fournir la moindre information sur les expertises pathologiques effectuées sur la jeune étudiante depuis les derniers jours. On sent quand même une légère irritation, non? Oui. Tu sais, dans un sens, je peux comprendre qu'on hésite à rendre les résultats des analyses de l'autopsie publique parce que, bon, le meurtrier court toujours et que pour le moment, du moins, il est le seul à connaître l'état des blessures de Marie-Claude, à part la police et les médecins légistes. Mais je peux aussi comprendre les médias et le public qui ont suivi de très près toute cette affaire de vouloir comprendre ce qui s'est réellement passé pour Marie-Claude dans la nuit du 13 octobre 1991. Puis en tout puis moi, là, c'est quand même un peu d'intérêt public s'il y a un tueur de jeunes filles au large dans la métropole. Hein? Tranquillement, l'information sort au compte-gouttes. On apprend que Marie-Claude aurait succombé à plusieurs coups à la tête, sans plus. Le rapport de la coroner Teresa Sourour sortira plus d'1 an plus tard, soit le 2 février 1993. J'en ai une copie, Annie, et je dois dire que c'est vraiment pénible à lire, oui, mais aussi, bon, je vais me faire l'avocat du diable sans doute, mais il y a quelques erreurs de date ou de nom dans le rapport, puis ça m'a dérangée. Ah ouais? Comme... OK, raconte. Un document aussi important, aussi sensible, il me semble que la moindre des choses, c'est de double, triple vérifier s'il faut, qu'on ne se trompe pas dans les mois ou dans la nomenclature des endroits clés de l'histoire. Ben, me semble. Bon, je sais, c'est peut-être du zèle d'accrocher là-dessus, là, mais ça m'a irrité que dans le rapport, on parle du bar le Marina, alors que c'est le Barina. On avance aussi que le pathologiste a pratiqué l'examen le 22 octobre, alors que Marie-Claude a été trouvée le 22 novembre. Mais voyons! Ça donne l'impression que c'est rédigé rapidement, puis que, bon, si ces erreurs-là sont facilement décelables pour une kidam comme moi, là, c'est loin d'être le cas pour les descriptions médicales ou scientifiques. Tu sais, est-ce que là aussi, il y a des erreurs d'inattention ou de transcription, puis on les remarque pas? Bref, ça m'a dérangée. Probablement même qu'inconsciemment, ça ôte pour moi un petit peu de crédibilité au travail de la coroner. Coroner qui décrit en détail les blessures nombreuses à la tête, des lacérations, des fractures. Il manquait aussi une dent à Marie-Claude. Je cite le rapport, « perte traumatique de l'incisive supérieure gauche ». C'est ça qui est relaté. On note que certaines de ces lacérations semblent avoir été faites du vivant de Marie-Claude, d'autres post-mortem. Je te lis la conclusion du rapport, Annie. Il s'agit d'une mort violente par traumatisme crânio-cérébral grave, secondaire à des impacts principalement au front droit et au côté droit de la tête à l'aide d'un instrument contondant ou contre une surface contondante. Oh mon Dieu! Est-ce qu'on sait s'il y a des traces d'agression sexuelle? J'allais justement t'en parler. Okay. Aucune trace dans ce rapport d'une possible agression sexuelle, Annie. Ben voyons. La question est même pas évoquée. Quoi? Donc, j'imagine qu'on peut conclure que Marie-Claude ne démontrait aucune trace visible ou décelable d'agression sexuelle, mais voyons. Ouais. Ben, je veux dire, ça me soulage, mais en même temps, elle aurait été tuée juste gratuitement. Bien, si on fait la part des choses, tu sais, elle a quand même été retrouvée partiellement nue, vêtue seulement de son bustier. Donc, elle se serait débattue peut-être. Oh, je sais pas, est-ce que ses vêtements ont pu être tous arrachés sur elle à cause de l'eau? Est-ce que son agresseur l'a déshabillée? Toutes ces questions-là vont jamais trouver de réponse, malheureusement. C'est épouvantable. Ouais.
Autre chose a attiré mon attention dans le rapport. Selon l'analyse toxicologique, semble qu'on ait retrouvé une faible concentration de lidocaïne dans le contenu gastrique de Marie-Claude. J'ai demandé à Dr Patricia Doucet c'est quoi ça, de la lidocaïne, et pourquoi ça pourrait se retrouver dans le contenu gastrique. Est-ce que c'est un quelconque indice finalement? Hein? C'est ça que je voulais savoir. Bon, Dr Doucet m'a expliqué que la lidocaïne, c'est un anesthésique local qui permet de geler la peau ou les muqueuses. C'est ce qu'utilisent les dentistes pour geler les gencives, entre autres, ou alors on met ça en spray dans le fond de la gorge avant d'y insérer une caméra, disons. Ça peut aussi servir pour des troubles cardiaques, mais c'est aussi souvent ce avec quoi on coupe la cocaïne. Donc, ça veut dire quoi, Annie? Est-ce que Marie-Claude a vu le dentiste le jour de sa disparition, peut-être? Ben là, je veux dire, on le saurait. Là. Est-ce qu'elle avait consommé de la cocaïne? Pourquoi est-ce qu'elle avait des traces de lidocaïne dans l'estomac? Moi, je voulais surtout savoir si, mettons, on pouvait utiliser ça comme arme contre une femme. Je sais que ça peut paraître tiré par les cheveux, mais mettons, est-ce qu'un agresseur qui est aussi dentiste là, ou qui a accès à ce genre de médicaments, est-ce qu'il y a un certain potentiel d'agression à la lidocaïne, comme au GHB, mettons, ou au chloroforme. Donc, Dr Doucet m'assure que ce serait assez étonnant. La piste de la cocaïne est sans doute la plus probable, mais je dis ça vraiment sous toute réserve, Annie. Là. Aucune mention de cocaïne dans le rapport, je le répète. On parle seulement d'une faible dose de lidocaïne dans le contenu gastrique. Bref, malheureusement, le fait d'avoir retrouvé Marie-Claude ne semble aucunement amener d'avancer sur l'identité de l'auteur de son meurtre. Bien entendu, pour les parents implorés, le cauchemar prend une autre tournure, une tournure plus sereine peut-être. Bon, au moins, ils ont récupéré leur fille et ils ont un semblant de réponse. Dans les médias, les articles sur Marie-Claude s'espacent jusqu'à disparaître complètement avant de refaire surface en mars 1992, alors qu'on annonce dans la presse qu'un client du Barina vient d'être arrêté pour agression sexuelle. Un certain monsieur, que je ne nommerai pas, aurait rencontré sa victime au bar, le Barina, et aurait tenté de l'agresser quelques jours plus tard. Heureusement, sa victime a réussi à s'enfuir et à se réfugier chez des voisins. On affirme que le suspect sera détenu jusqu'à son enquête préliminaire et sera longuement interrogé dans le cadre du meurtre de Marie-Claude. J'ai rien retrouvé sur cette histoire par la suite, donc facile de faire la déduction qu'il n'y avait vraisemblablement pas de lien entre la mort de Marie-Claude et l'agression de cette jeune femme. 6 mois après ce soubresaut survient un autre meurtre crapuleux dans la ville Annie, celui de Chantal Brochu. Une jeune femme lâchement assassinée à la sortie du bar universitaire Le Clandestin le 19 septembre 1992. Elle sera retrouvée le lendemain, partiellement nue, étranglée, derrière l'église Saint-Germain à Outremont. Elle a été agressée sexuellement. La mort de Chantal Brochu ramène au premier plan celle de Marie-Claude, bien évidemment. On se demande si les deux meurtres sont reliés et si un tueur en série erre dans les rues de la métropole à la recherche de jeunes femmes. Dans le journal Le Devoir du 31 décembre 1992, on parle d'une résurgence des meurtres en série dans les dernières années, soulignant que le ou les agresseurs ne semblent pas connaître ses victimes. Annie, tu te souviens qu'en intro, je te parlais d'à quel point la période autour des années 90 avait été une période cauchemardesque pour les femmes? Ouais. Ben écoute ça. J'ai peur. 1987, Louise Blanc-Poupard, violée et tuée de 17 coups de couteau. 1989, Pauline Laplante, violée et tuée de 37 coups de couteau. 89 toujours, à Saint-Hubert, une femme est violée et battue dans une boutique. 1990, Joanne Baudouin, agressée et poignardée. 1990 encore, Claire Sanson et Daniel Laplante, tués dans la boutique Harlem sur la rue Laurier à Montréal. 1991, la belle Marie-Claude. 1992, la belle Chantal Brochu. En 1994, Mélanie Cabé. Et Annie, ça c'est à peine la moitié de tout ce qui est recensé à ce moment-là. En septembre 1994, la presse annonce qu'une équipe d'enquêteurs sera formée pour évaluer les meurtres à caractère sexuel des dernières années dans la grande région de Montréal. 15 meurtres en 5 ans, Annie. 15 meurtres irrésolus où on a attaqué des jeunes femmes en pleine rue ou sur leur lieu de travail pour les agresser et les tuer. Viens me dire que ça devait pas être terrifiant d'être une femme à Montréal à ce moment-là.
Quelques semaines après cette annonce, on informe la population, toujours dans la presse, qu'un suspect a été arrêté dans le cas de Chantal Brochu. Il s'agit du prédateur Robert Leblanc. Il est toujours détenu à l'heure où on se parle. Ah oui. On a bien sûr tenté de savoir s'il avait un quelconque lien avec le meurtre de Marie-Claude Côté sans avoir pu tirer de conclusion positive ici non plus. Le meurtre de Marie-Claude demeure irrésolu. On n'entend plus du tout parler de Marie-Claude Côté dans les médias, un peu comme Mélanie Cabé ou toutes les autres que je t'ai nommées plus tôt. Leur triste histoire a fini par disparaître de l'espace public, puis de la mémoire collective. Je sais que c'est terrible quand tu y penses, mais c'est quand même une fatalité, tu sais. Le temps passe, les mémoires s'effacent, font de la place pour autre chose. Les générations se transforment, puis on oublie, immanquablement. Aujourd'hui, je suis contente de savoir qu'on sera des milliers à se souvenir, au moins le temps d'un épisode, de cette belle et brillante jeune femme qui a dû payer de sa vie d'avoir eu envie de se laisser aller sur la piste de danse d'un bar. Et une pensée pour toutes les autres qui se sont fait voler leur futur pour avoir voulu exister simplement, juste parce qu'elles sont des femmes et qu'un prédateur les guettait. Les filles, on pense à vous, on vous oublie pas. Si vous avez des informations sur le meurtre de Marie-Claude Côté, vous pouvez contacter le SPVM et Infocrime Montréal au 514-393-1133. Captive est enregistrée au studio Madame Wood à Montréal. Une réalisation et une idée originale d'Annie Lorrain et Michel Ouellette. Montage et habillage sonore, Vincent Blain. Thème musical, L'Indice.